Martial risque de se cogner la tête en fait. Il y a des petits panneaux, attention, Bon, je pense qu'on va commencer. S'il y a quelques retardataires, c'est pas grave, ils s'installent tranquillement. D'abord, merci à tous d'être là pour parler du livre d'Armelle. Alors, je vais présenter Armelle, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui la connaissent, mais je pense qu'il y a quelques-uns quand même qui sont venus sans connaître Armelle, j'imagine. Voilà. Donc, Armelle, elle est c'est une pibracaise, cliente ici, une amie aussi de moi, et elle est ethnologue, et elle bourlingue beaucoup. Il me semble que tu passes ta vie à voyager pour ta profession, et puis tu en ramènes toujours de riches expériences de tous tes voyages. Et elle a à cœur, bien entendu, l'Afrique, puisque c'est un pays où elle a beaucoup vécu, mais aussi l'Asie, et l'Asie pour une raison, peut-être la première des raisons, c'est un retour sur aussi ta vie de famille. Oui. Donc ce récit, hein, donc c'est un... Moi, on en a discuté avec Armelle. Moi, je pense que c'est un roman, mais aussi un récit. C'est un récit de voyage. C'est un livre qui est très, très particulier parce qu'il englobe beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez voyager à travers l'Indochine. Et puis après, vous avez aussi les relations d'un père et d'une fille. Et puis il y a aussi le contexte, qui est le contexte historique. Et là, Armelle, elle a puisé c'est dans ses connaissances, et les connaissances sont de sources sûres, par des historiens, Les historiens, j'ai lu tous les livres d'historiens. Et je suis allée rencontrer aussi un certain nombre des auteurs de ces livres. Voilà. Pour m'assurer de ne pas écrire des bêtises. Voilà, c'est aussi ce que je voulais... Je ne suis pas spécialiste de l'Asie. Voilà, c'est que c'est un livre qui est documenté, et qui n'est pas... c'est pas une fiction où elle a... Voilà, tout ce qui est posé, écrit, est vrai. Et vérifié. Et vérifié ex post par les plus grands professeurs spécialistes de l'Asie. Voilà. Dont j'ai reçu de nombreuses lettres de compléments, et il y a apparemment une erreur. Je peux vous la dire. En commençant par les erreurs. C'est Pierre Brocheux, mon professeur, quand j'avais entre 20 et 23 ans, et que je sortais de Sciences Po et j'étais en licence d'histoire, et qui était mon professeur sur le Vietnam, que je n'ai pas vu pendant toutes ces années-là, et que j'ai revu avant d'éditer le livre, et qui m'a invité à déjeuner, m'a demandé de dédicacer mon livre quand il l'a lu, et je lui ai demandé quelles étaient les erreurs que j'avais mises du point de vue historique dans le livre, et il m'a dit il y a une erreur. Vous dites quelque part que Ho Chi Minh avait arrêté la guerre et qu'il avait repris la guerre plus exactement après la première guerre du Vietnam, donc on appelle la guerre d'Indochine, et la deuxième guerre du Vietnam, la guerre du Vietnam américaine. Et il m'a dit, mais en réalité, Ho Chi Minh n'a jamais arrêté. Son objectif, c'était d'avoir la totalité du pays indépendant. Il m'a dit pour le reste qu'il n'en avait pas trouvé. C'était quand même important. Bah, c'était certainement important, et je pense que... Tu le rattrapes maintenant. Oui, voilà. Ouais. Toujours des petites erreurs. Bon, c'est un livre de deuxième génération, hein, comme vous pourrez le comprendre. Hein, parce que Armelle, quand son père était
en tant que militaire à Dien Bien Phu, elle était en Afrique en train de faire la révolution quasiment. Oui, c'était ça. Donc voilà, ça aussi elle le raconte. Je vais te laisser peut-être... Je ne sais pas trop par quoi commencer, mais disons peut-être on peut commencer par... je n'ai pas apporté la tenture, hein. Pour l'instant je l'ai à la maison, mais à la partie de la justement, famille. voilà, oui. Donc on a une grande tenture murale qui fait à peu près... enfin qui fait plus de 2 mètres, qui est tout en soie et qui nous a toujours paru menaçante en fait. Ouais, je dis nous parce que j'appartiens à une fratrie de 6 frères et sœurs. Et on était tout le temps en train de déjeuner sous le regard à la fois narquois et menaçant de ce dragon. Ce dragon en plus est dans des tons bleutés, donc pour nous c'était les yeux bleus de notre père. Et c'était la victoire du Vietnam en fait pour nous. Donc on a toujours vécu avec cette victoire du Vietnam, mais c'était un non-dit et moi je l'associais au silence de notre père sur la guerre d'Indochine, puisque notre père n'a jamais voulu nous en parler. Alors c'est tout le sujet du livre en fait. En fin de compte, chercher à comprendre le silence et derrière le silence. Ce qu'il faut savoir, c'est que Armel, avant que son père ne meure, a eu envie peut-être de mieux communier avec lui, et de mieux, enfin, justement, c'est vrai qu'avec la maturité, on a envie peut-être aussi de comprendre mieux les choses en sachant que nos parents ne seront pas éternels. Donc elle est allée à Dien Bien Phu, au Vietnam, pour faire un voyage. Bon. D'ailleurs, dans le livre, vous verrez, ça sent le thé, ça sent le jasmin, les citronniers. C'est un livre il y a plein d'odeurs. Donc, et Armel le raconte bien, on est imprégné de l'Asie à travers la lecture du livre. Alors c'est un peu curieux pour moi parce que en fait c'était quelque chose de totalement inconscient. Mais j'ai toujours eu en arrière-pensée l'idée, mais c'était pas quelque chose qui émergeait régulièrement, hein, que je serais obligée un jour d'aller à Dien Bien Phu. Mais c'était un truc très lointain. Et puis un jour, mon père a eu 80 ans, et je me suis dit, oulala, ça fait plusieurs fois que papa dit que 80 ans c'est un bon âge pour mourir. Vous savez un peu, il y a des films comme ça, le vieil indien dit qu'aujourd'hui il fait bien beau temps pour mourir. En fait, souvent il ne meurt pas, mais tant mieux. Et donc mes frères et sœurs, eux, ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils ne s'étaient jamais éloignés de lui en fait. Et j'étais apparemment la seule de la fratrie à me rendre compte que papa était en train de nous dire au revoir, en prenant son temps, inéluctablement. Et à un moment, que je raconte, c'est pendant une histoire qui s'est passée à Madagascar, mais je ne vais pas tout raconter du livre. Non, en tout cas, je me rends compte qu'il y a une urgence. Et ça me prend comme une obligation d'aller à Dien Bien Phu, mais enfin, l'idée c'était surtout de retrouver le contact avec mon père, parce que je m'étais dit, si jamais je ne fais rien et que mon père décède, mais ce sera une déflagration. Enfin, je travaille quand même dans les sciences humaines, donc minimum prise de conscience sur ce que c'est que l'humanité, les relations père-fille, les relations génération à génération, et l'importance que ça peut avoir le décès du père ou de la mère ou du grand-père. Vous voyez. Et donc, est émergé brutalement que c'était le moment. Donc j'ai préparé tout ça, et puis... C'était aussi, enfin, je pense que tu as fait le voyage, parce que bon, c'est un... Je pense qu'on est de la même génération, et je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens de cette génération. On communiquait beaucoup moins avec nos parents, on échangeait beaucoup moins, et Armel a peu échangé, et encore moins sur avec des parents, un père militaire, une mère extrêmement catholique et très, disons, d'une certaine famille de Versailles. C'est pas le genre de gens qui vous câlinent dans les bras dès que vous avez un petit problème. Donc,
si j'ai remarqué tout ça... Je pense que justement, c'est pour ça que tu es parti sur un... Enfin, au Vietnam, pour pour pouvoir avoir un sujet de conversation avec ton père avant qu'il ne meure. Et puis en même temps, tu en profitais pour connaître des choses sur ce pays et sur cette guerre qui a impliqué beaucoup de Français en fin de compte. Il y a eu 100 000 morts, la guerre d'Indochine, pour vous dire. La guerre d'Algérie, 30 000 morts, mais c'était des conscrits, ce qui est quand même très dur. Et les 100 000 morts de la guerre d'Indochine, c'était des militaires de carrière, donc c'était des gens engagés, c'était des gens qui y allaient volontairement. C'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes guerres. Donc le livre ce que je disais au tout début, a donc un contenu historique aussi sur cette guerre. Et je te laisse peut-être développer un peu le... Alors le contexte historique, je crois qu'il vaut mieux que vous lisiez le livre de Jean Roy, qui s'appelle Dien Bien Phu, qui est excellent. En tout cas, je n'ai pas entendu de critique de ce livre-là. Plus un certain nombre de livres que je cite, hein, bien sûr, Les gens d'en face, qui est sorti en 2010, qui est un très bon livre qui montre le point de vue des Vietnamiens. Parce qu'en bon ethnologue, bien entendu, ce qui était plus important pour moi, c'est d'avoir un bon retour de mon voyage au Vietnam avec quelle relation je pouvais avoir avec les Vietnamiens. Je ne le savais pas. Qui a été excellente. Un excellent retour de voyage, mais aussi dans le livre, puisque le livre a été fait dans un deuxième temps. Si vous voulez, dans un premier temps, c'était le voyage pour me rapprocher de papa. Et dans un deuxième temps, une fois que papa est mort, c'était d'accompagner mon deuil, qui ne s'est pas fait très facilement. Puisque ce livre, j'ai mis 3 ans, mais j'ai mis 3 ans en le reprenant, en le refaisant. C'était pas très facile, c'était le temps du deuil, si vous voulez, mais c'était pas prévu au départ que le voyage devienne un livre. Donc, pour vous dire, à ce moment-là, par chance, a été publié ce livre. J'avais acheté le livre de Giap, ce qui était déjà un certain regard vietnamien sur les guerres du Vietnam, puisqu'il y avait la guerre d'Indochine, où il a pris une énorme partie, puis il a été mis un petit peu à l'écart. Enfin, si vous lisez les biographies sur Giap. Et la deuxième guerre, la guerre donc, américaine. Et donc c'était très important pour moi de savoir ce que les Vietnamiens en avaient ressenti, compris. Et je dois avouer qu'ici, c'était très intéressant. Je suis venue en courant voir Minh Van Tri... Comment s'appelle Minh Van Thuy. Oui, je ne suis pas très fort pour les noms africains et asiatiques, donc je laisserai... Voilà, qui a écrit 3 beaux livres sur le Vietnam, dont La double vie d'Anna Song, que je vous recommande, qui est extraordinaire sur l'imposture. Et le dernier livre qui était pour moi un petit peu un reflet du miroir de mon livre, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui part en voyage, mais toujours des voyages un peu forcés. C'est pas quelqu'un qui part à l'aventure, comme j'ai fait moi dans tous mes voyages, mais c'est plutôt quelqu'un qui attrape qui est victime de cette maladie d'Alzheimer et qui à la fin bouge tout le temps et voyage tout le temps et qu'on retrouve dans des endroits surprenants. Et c'est aussi un lien qu'elle a essayé d'établir avec son père. Et son père est vietnamien, et son père, elle a plusieurs parents qui ont été victimes du Viet Minh, puisqu'ils ont été obligés de partir en bateau pour se sauver. Et donc j'étais très intéressée de venir écouter Minh, ici même, et de parler avec elle après. Et donc le regard vietnamien était pour moi au moins aussi important que le regard français. J'ajoute que ce qui m'a le plus surpris en arrivant à Dien Bien Phu, c'est l'importance pour les Asiatiques que prend le site, la bataille, et le site d'un point de vue contemporain. C'est-à-dire il y a de plus en plus de mémoriaux, de stèles, etc.,
d'inscription patrimoniale sur la bataille, alors qu'en France, c'est quelque chose qui est en train de disparaître avec les combattants. Je discutais justement pour préparer ce livre avec des généraux de pilotes, donc des amis de mon père, qui lui survivent aujourd'hui, qui m'ont beaucoup aidé à faire mon deuil, et qui me disaient « mais Dien Bien Phu, c'est fini, on n'est presque plus ». Mais j'ai essayé de leur expliquer que Dien Bien Phu n'est pas du tout fini. Dien Bien Phu, c'est au contraire un site et un lieu qui est en plein revival, qui a été complètement repris en main par les Vietnamiens, et qui fait l'objet d'une très grande attention, d'une part à cause de la bataille, donc c'est un site historique, qui est une victoire pour les Vietnamiens, répétons-le, et aussi parce que c'est en pleine forêt, c'est un site écologique absolument remarquable, et que vous avez aussi des peuples entre guillemets, des minorités, comme on dit dans le langage des Nations Unies, des minorités qui vivent dans ces montagnes et qui ont gardé tous les costumes, les coutumes, les langues, qui ne sont pas comme les Kin, si vous voulez, qui sont les peuples majoritaires de la plaine vietnamienne. Et donc, pour toutes ces raisons, et aussi parce que c'est un endroit potentiellement commercial très important, puisque c'est la porte ouverte du Laos, c'est à 20 km de la frontière du Laos, et quand j'y étais, il était question que cette frontière ouvre. Évidemment, cette frontière, c'est la voie d'accès naturelle depuis des siècles sur tout le reste de l'Asie. Donc c'est une cuvette qui est appelée à prendre encore plus d'importance. Et quand vous allez là-bas, eh bien, c'est pas du tout un réduit de fer, de feu et de sang, comme ce que mon père a connu. C'est d'immenses rizières extrêmement riches, avec des peuples qui vivent dans des maisons qu'ils ont totalement modernisées, mais calquées sur les maisons anciennes. Donc vous avez les maisons sur pilotis, avec les façades en bambou, mais avec des grandes baies vitrées, enfin, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de garder le patrimoine traditionnel, tout ce qu'on peut rêver pour les maisons basques par exemple, ce qui est fait en France, mais en le faisant, en le modernisant et en le rendant plus habitable pour 2015, 2020. Donc c'est un endroit absolument fascinant que je recommande à la visite, même si les gens de la génération de papa considèrent que je suis allée dans un trou sombre. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un lieu magnifique où vous pouvez vous faire des randonnées à pied pendant des jours et des jours. Vous pouvez être dans la montagne et dans la forêt pendant des semaines si vous voulez et croiser des femmes en costume qui vivent des ressources naturelles qu'elles prennent dans la forêt. Enfin, c'est un lieu assez impressionnant. Donc voilà, là c'est un peu pour le côté réflexif, côté vietnamien qui était pour moi très important et je ne me serais jamais permis d'aller là-bas si c'était pas aussi pour savoir ce qu'en pensaient les Vietnamiens. Donc en termes de souffrance, bien entendu, puisque ça c'est ce dont parle beaucoup le livre Les gens d'en face, ce sont les soldats vietnamiens qui vivaient donc en même temps que mon père, mais surtout en même temps que ceux qui étaient en bas dans la cuvette, les hommes de deux castes, et qui d'un côté tiraient sur les autres, de l'autre côté tiraient comme ça, et en particulier la grande guerre autour d'Elian, le A2, Elian, pour arriver à la fin de cette colline. En fait, si vous voulez, les collines avaient été des camps retranchés pour les Français. Là, je vous parle de 1954, et chaque colline avait reçu un nom de la part des Français, mais bien entendu, chaque colline avait un nom du point de vue vietnamien. Donc dans le livre, je respecte les deux noms. Et la dernière colline, c'était Elian. Et sur Elian, la force était telle que du côté vietnamien comme du côté français, la guerre, mais alors là c'était vraiment de la guerre, je vais vous dire au couteau, hein. Ça ne devait pas être très gai, c'était vraiment les guerriers féroces. Pour arriver à arrêter là, sur Elian, il a fallu plastiquer par le dessous, en fait, avec 1 tonne de bombes mises par les Vietnamiens, et tout s'est effondré, pouf. Et quand vous allez là-bas, vous pouvez visiter Elian. Enfin, ça vous donne un petit peu une idée du combat au sol, parce que
évidemment, mon père, lui, ne le voyait que d'en haut. Et puis en atterrissant et en se faisant canarder par le Viet Minh qui avait réussi à mettre des lance-roquettes et même d'ailleurs les fameuses orgues de Staline tout en haut, alors que sur tous les manuels c'était écrit c'est impossible de mettre des armes à une pente de plus de je ne sais pas %. Donc à chaque fois qu'il y avait des experts qui visitaient depuis la France ou les États-Unis, ils prenaient les manuels et ils disaient non, ils vont arriver jusque là mais ils ne se mettront jamais là-haut. Et sauf que eh ben, les Vietnamiens ont porté des lance-roquettes de 7 tonnes, du 110 mm, du 145 mm, enfin tout est marqué là-dedans, moi je ne suis pas une experte en armes, mais des trucs énormes, je vous dis 7 tonnes, il faut arriver à les grimper, il faut vous dire qu'il pleuvait, c'était dans la boue, c'était dans les ravins, il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont morts pour transporter tout ça là-haut, et ils ont réussi à aplanir et à tout camoufler, parce qu'à chaque fois que les avions venaient, ben, dès qu'ils voyaient un truc un petit peu bizarre, ils le signalaient, donc il y avait les avions de reconnaissance qui venaient, puis tout de suite après les bombardiers qui venaient canarder. C'est la guerre, hein, c'est pas très gai. Tu avais quel âge au moment de... J'étais pas née. Ah oui, tu n'étais pas née. Eh non, j'étais pas née, je suis née après. Oui. Mais c'est-à-dire que si tu veux, le poids de quelque chose d'aussi lourd, ça marque tellement quelqu'un que, surtout un silence c'est ce qui marque le plus peut-être. Que quand quelqu'un dit quelque chose d'horrible, bon bah tu reçois quelque chose d'horrible. Mais quand quelqu'un ne dit rien, tu peux tout imaginer. Et donc nous on est nés après en fait, parce que sur 6 enfants, il y en a 5 qui sont nés après, donc j'ai 2 grands frères, et moi je suis née la 3e après, donc je suis la 4e, si tu veux. Et ce dragon là qui nous narguait, qu'on a eu tout le temps à la maison, qui a été décroché, je pense, à la mort de mon père, tu vois. Ah, il a été décroché. Il a été décroché. Oui. Qui a pris l'initiative? Je sais pas, c'était... Ça s'est fait comme ça. Oui, pour l'instant, il est plié dans un sac. Ton père l'avait ramené du Vietnam? Non, alors justement, c'était assez intéressant. C'est tous les trucs qu'on oublie, on sait, puis on les oublie. Vous savez, c'est formidable, la mémoire et puis l'inconscient. Donc en fait, ça venait de mon grand-père paternel, qui avait été en poste, qui était militaire aussi, et qui avait été en poste à Yen Bai, où mon oncle Robert, qui était ingénieur, qui était chercheur en physique quantique, agrégé de physique quantique, est né. Il est né à Yen Bai. Donc on connaissait ce nom Yen Bai, si vous voulez, parce qu'il discutait beaucoup avec mon père, ces histoires de guerre froide. Et comme je dis dans le livre, nous en étions exclus, parce que mon père et son frère en parlaient énormément, mais nous, on n'avait pas le droit d'écouter tout ça. C'était des histoires de guerre froide, donc c'était des secrets. En plus, je n'ai pas cherché plus de secrets quand même. Mon père étant militaire, quand même assez bien placé, il était à l'état-major et tout. Il faut s'arrêter à un moment. Donc moi je préférais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant. Peut-être que c'est aussi ce qui t'a donné ta vocation d'ethnologue. Oui. Alors justement, c'était aussi ce livre, c'est un petit peu la question de se dire, mais enfin, pourquoi un métier aussi improbable qu'ethnologue? Je veux dire, on est combien d'ethnologues en France à avoir fait tout le processus, c'est-à-dire avoir passé X années sur le terrain en permanence, faisant toutes les saisons, essayant d'apprendre les langues, essayant de se protéger de la sorcellerie, que faire pendant que vous êtes passé au-delà des 3 mois où vous êtes accueillis à bras ouverts, et comment est-ce que vous gérez tous ces enjeux-là, enfin, qui c'est la vraie vie de l'ethnologue, disons. Donc un métier totalement improbable, que beaucoup de gens rêvent d'être ethnologues, mais si vous voulez, les gens abandonnent très vite, parce que passer tout ça, plus passer les examens, plus vous vous trouvez devant des pairs PAIRS, qui, à la soutenance de thèse, font des arguties sur des points et des virgules. Enfin, moi, j'avais la chance d'être dans le laboratoire d'anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss, puisque mon directeur de thèse était là-bas. Sur des points et des virgules, parce que c'est une ethnie qui n'a pas été étudiée, donc vous venez avec un tas de trucs hyper intéressants, mais c'est difficile qu'on vous renvoie la balle, à part les gens du coin, mais qui eux n'ont pas autant si vous voulez, de vision large sur toute une région, donc c'est un petit peu délicat. Mais enfin, j'ai publié mon premier livre là-dessus,
qui est actuellement en évaluation par les jeunes de la 3e génération des Bissa au Burkina Faso, qui m'envoient sur leur Facebook et par internet leurs avis sur mon livre, ce qui est très intéressant. Donc j'ai là la 3e génération qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Gabon, quelques-uns en France, et qui dit « Ah, je suis Bissa, je découvre à travers votre livre comment était le pays Bissa dans les années 80. » Bernadette, qui est là et que je connais depuis 30 ans, était avec moi en pays Bissa. Elle connaît très bien le grand devin dont je parle, chez qui j'allais me réfugier au fin fond de la forêt, Bayango. Parce qu'effectivement, de temps en temps, la révolution avait des hauts et des bas et des hoquets et des sabotages d'avions pour tuer Sankara et X choses qui se passaient à cette époque. J'ai quand même vécu les 4 années. Et puis on savait bien, enfin on sentait de plus en plus que Blaise Compaoré et Thomas ne s'entendaient pas très très bien. Donc de temps en temps, il fallait aller pleurer quelques larmes au futur décès de cet homme pour lequel j'avais tellement d'admiration, qui était Thomas Sankara. Et où aller se réfugier? Eh bien, j'allais me réfugier chez Bayango, au fin fond de la forêt, où j'ai emmené une fois Bernadette. Et c'était très 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 loin, et c'était très 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 beau, et c'était à côté d'un lac sacré. C'était extra. Donc voilà, pourquoi être ethnologue, vraiment. Et pourquoi en plus l'ethnologie et la Banque mondiale, pour lequel j'ai travaillé presque 20 ans, m'ont envoyé à Madagascar, qui est un autre site du colonialisme et de l'anti-impérialisme, et sur lequel j'ai travaillé sur le plus gros projet, puisque j'étais membre du panel d'experts. Et on construisait les infrastructures du pays après, pour le sud, en tout cas où on était, 40 ans d'abandon après la colonisation. Et puis on a eu le malheur d'avoir un nouveau coup d'État qui a arrêté les 6 ou 7 ans d'essai de remonter toutes les infrastructures du pays par le précédent chef d'État. Ça, c'est des choses malheureuses qui se passent dans les pays à, comme on dit, gouvernance faible d'après les Nations Unies et d'après moi à très haute richesse qui attirent tellement les gros intérêts qu'il y a peut-être de très gros intérêts à ce que ça reste en gouvernance basse. On passera sur le sujet. Tu dois avoir d'autres questions. Dis-moi, peut-être que tu n'avais pas repéré un passage du livre Alors, comme tu le sais, les auteurs n'aiment pas se relire parce que c'est des souvenirs souvent douloureux et souvent... Voilà. Donc... Et justement, il y a le passage de cette vallée dont tu parlais tout à l'heure. Page 26. Page 26. Il pleut des trombes dehors. Je me demande à quoi ressemble cette vallée, posée dans ces montagnes du nord-ouest. La carte du Vietnam ressemble à un grand dragon allongé contre la mer de Chine. Chevaucher le dragon. Le grand dragon bleu sur la tenture en soie qu'affectionne mon père. Son frère Robert est né 10 ans avant lui, dans le nord de l'Indochine des années 30, à Yen Bai. Pourquoi est-ce que je me souviens de cela tout d'un coup? Ce nom, Yen Bai. Un morceau de mémoire réapparaît comme un tissage de soie que l'on déchire. Ce nom est celui d'une insurrection vietnamienne contre la colonisation, accompagnée par la mutinerie d'une partie des soldats vietnamiens de l'armée française, suivie d'une répression féroce. Mon oncle Robert était un mécanicien universitaire spécialiste de physique quantique. Il a séjourné fréquemment en URSS. Son épouse apprenait le russe aux langues orientales. Notre oncle était plongé dans les théories mathématiques et il enseignait la relativité. Qu'en était-il de l'application de ces théories? À nos rares questions sur ses recherches, il répondait avec une ironie condescendante. « Je suis mécanicien. J'étudie la mécanique. » Papa et lui discutaient ensemble pendant des heures, des histoires de guerre froide auxquelles nous n'étions pas conviés. L'URSS, les États-Unis et la France étaient au centre de leurs longues conversations, plus le Vietnam et la Chine. Notre oncle est décédé. Pendant la guerre d'Indochine, mon père revenait sur des traces de sa famille au Vietnam. Je n'avais jamais pensé à cela. De faibles traces par le nombre d'années passées. Peu de temps, intense et prégnant. Les traces du dragon bleu.
Il revenait dans un pays qu'avaient connu son père et sa mère, et où son frère était né. Pour lui, il reprenait ses traces en 1954. Pour moi, maintenant, 54 ans plus tard, je viens dans ce pays. J'entame les traces de la 3e génération. Papa avait-il chevauché le dragon? Barthélemy écoute ma méditation. Et toi, qu'est-ce qui t'attire dans ce trou perdu plein d'opium? Bien sûr, il pose la bonne question. Je lance un petit rire et je lui dis la vérité. Il éclate d'un immense rire plein de joie. Non, tu es la fille d'un pilote de la grande bataille. C'est fascinant. Nous rions à nouveau. Je suis ravie de notre connivence, de son intérêt pour la littérature, le cinéma, les arts et la poésie. Je l'invite à s'installer à Toulouse pour débattre et refaire le monde tous les jours. Nous finissons par nous quitter avec la promesse de nous retrouver au musée d'ethnologie le lendemain pour le cocktail ouverture du grand concert du printemps français de Hanoï. Je pense que les personnages enfin les retours des personnages qui t'ont soit aidé à construire ton récit, tu en as eu ou pas? Plein. Ça, c'était encore une série de coïncidences tout à fait cocasses. Parce que Barthélemy est venu effectivement à Toulouse. Barthélemy, à ce moment-là, arrivait de plusieurs années au Vietnam qui avait été très difficile pour lui parce qu'il avait fait une grande école de commerce. C'était sa première expérience professionnelle. Et c'était aussi la première coupure avec sa famille. Donc, quand il est revenu à Paris, il était un peu déphasé, donc il est venu à Toulouse. Et il est tombé amoureux d'une jeune fille de 18 ans. Bah, lui avait à peine 24 ans. 25 ans peut-être. Et donc on s'est vu encore un petit peu, et puis ensuite elle l'a prudemment emmené là où elle habite, dans le nord de la France. Et ensuite je n'avais plus eu de nouvelles pendant quelques temps. Et au moment de l'apparition de ce livre, très bizarrement, il y a quelques mois, je reçois un SMS, j'avais pas le nom parce que je ne savais pas où il était, enfin je savais où il était mais je n'avais pas été. Et le beurre et l'argent du beurre reçu au CAPES. Alors je dis félicitations, très bien, c'est qui? Barthé. Alors je lui dis, ah, incroyable, puis je l'appelle. Et je lui dis, bah, écoute, figure-toi, j'ai sorti un livre sur Dien Bien Phu, où tu es, et qui est sur le Vietnam, évidemment, puisque je l'ai rencontré à Hanoï. Donc là, c'est lui. Ensuite, Thuan, qui est aussi une rencontre formidable, une Vietnamienne que j'ai rencontrée dans la petite navette qui va de l'aéroport de Hanoï à l'avion qui partait pour Dien Bien Phu. Enfin, j'étais là en train de me dire, complètement perdue, avec qui je pourrais bien parler. Il n'y avait que des Vietnamiens, mais qui n'avaient pas l'air, si vous voulez, de parler anglais. Et je ne savais pas comment les aborder. Et il y a une jeune femme qui vient me voir avec des grosses lunettes noires et qui me demande si je suis touriste. Je dis oui, je suis touriste. Vous allez faire du tourisme à Dien Bien Phu? Oui, je vais faire du tourisme à Dien Bien Phu. Elle me dit, ah, mais je suis vietnamienne et je vais aussi faire du tourisme et je voudrais vous présenter mon compagnon. Et donc c'était l'autre blanc que je n'avais pas remarqué, qui était dans un coin, et qui était canadien. Et alors par une chance inimaginable, et alors encore les coïncidences, non seulement il travaillait sur les mêmes sujets que moi, c'est-à-dire les grandes infrastructures internationales pour la Banque mondiale, mais surtout, au fur et à mesure de nos discussions au premier déjeuner qu'on a pris à Dien Bien Phu, il était sur Skype la veille avec un de mes collègues canadiens de Madagascar. Et j'ai reçu, quand j'étais au Vietnam, un coup de fil de mon ami Randria, enfin, qui s'appelle en fait, c'est un nom à 6 syllabes, donc nous on l'appelle Hadj. Voilà, il s'appelle Adjali Voni Andriama Rofara, et nous on l'appelle Randria, c'est plus facile. Et il m'a envoyé un coup de fil de Madagascar aussi à ce moment-là, et je lui ai dit, bah, écoute, tu peux saluer ton meilleur camarade, parce que je suis avec son meilleur camarade, ils ont fait les études d'ingénieur à Montréal ensemble, à la grande école d'ingénieur. Donc ça c'était très bien, pour moi c'était une chance. Et bon, je crois qu'à chaque fois qu'on part faire des choses un petit peu folles, on a des concours de circonstances agréables qui nous permettent que ça marche. Et du coup, donc j'avais quelqu'un qui faisait la même visite que moi. On a pris une voiture tous ensemble et puis on a visité ensemble. Puis surtout, dès que j'avais des questions, parce que
c'est pas seulement que je ne parle pas le vietnamien, j'ai suivi les cours de Georges Condominos pendant quelques années à l'école des hautes études. Mais ça ne suffisait pas au choc culturel que représentait le Vietnam, et en plus le Vietnam des montagnes pour moi. Donc ça, c'était une grande chance. Et Randria, donc, Andri, donc, était par le plus grand des hasards à Toulouse avec moi. Il était en Europe au moment de la sortie du livre. Il est arrivé à Toulouse le 6, ne sachant pas que j'avais écrit ce livre, ne sachant pas qu'il était dans le livre. Bon, tout ça est tout de même assez amusant. Donc quand j'ai reçu le livre, j'ai dispatché vite les 12 exemplaires qu'on m'a donné l'éditeur à tout ce moment-là, plus aux vrais experts en asiotologie que je connaissais, pour savoir ce dont je pouvais m'attendre de mes collègues chercheurs, mais spécialistes de l'Asie, et avoir tout de suite le retour pour savoir si c'était correct de leur point de vue ou pas. Et après ça, je me suis dit, oh mais au fait, j'ai une famille. Et j'ai vite acheté à mon éditeur cet exemplaire, je les ai vite envoyés à ma famille. Et dis-moi, pourquoi avoir choisi de prendre comme prénom Isabelle dans l'ouvrage? C'est une question qui m'est beaucoup posée par ceux qui me font des retours de lecture. Alors, parce que Isabelle, c'est le nom d'une des collines. C'était la colline qui était la plus éloignée en fait du PC, du poste central où étaient Decazes et son état-major. C'était le 2e aérodrome. C'est au sud en fait. Vous avez la vallée qui est comme ça, et c'était au sud. Et Isabelle, il faut que vous sachiez que les aviateurs de transport faisaient jusqu'à 3 allées et venues par jour, avec 3 heures de vol dans des conditions épouvantables pour transporter le ravitaillement de ce hérisson où étaient piégés les hommes de Dien Bien Phu. Et ils devaient descendre dans la cuvette et larguer, mais les avions n'étaient pas adaptés, c'était des avions qui n'étaient pas faits pour la guerre et qui n'étaient pas non plus faits pour larguer. Et il fallait qu'ils fassent 12 passages sous le nez du Viet Minh pour pouvoir larguer la totalité de ce qu'ils avaient. Mais au fur et à mesure de la guerre, au début tout allait bien parce que les gens dans les montagnes, il n'y avait que des petits calibres. Petit à petit, ils ont eu des lance-roquettes, puis petit à petit, ils ont eu tout le matériel de la guerre de Corée à cause des signatures entre Jap, Ho Chi Minh et les Chinois, qui récupéraient le matériel de la guerre de Corée et qui les envoyaient à Dien Bien Phu. Et donc, ils avaient du matériel de pointe. Et le 30 mars, comme tous les jours, 3 avions sont partis à 10 minutes de distance pour faire un atterrissage de ravitaillement. Enfin, donc c'était pas des atterrissages, c'était tourné comme ça, du largage, de ravitaillement. Le premier s'est fait flinguer tout de suite. Et évidemment, ils s'entendaient à la radio, tous les 3. Le chef était derrière, le chef d'escadrille. Mon père était pilote de l'avion, avec tout ce qu'il fallait larguer, est descendu sur Isabelle, a pris les canardages, a été obligé de repartir après avoir largué une partie et de se refaire en sens inverse l'heure et demie de vol jusqu'à l'aéroport de Bac Mai. Et là, vous avez donc les gens qui sont au sol qui viennent regarder ce qui s'est passé sur l'avion. Et ils se sont rendus compte que, 1, une balle était arrivée à la bordure du réservoir, et 2, une balle était arrivée donc dans le cockpit et avait frappé mon père dans la figure, donc il était à moitié sonné, mais il était obligé de repartir. Donc il a failli mourir sur Isabelle. Mais après, en lisant le livre de Jap, je me suis rendu compte que pourquoi il y avait eu un tir aussi précis et quelle rage avaient pris les Vietnamiens ce jour-là précisément. Et en lisant le livre de Jap, ce n'est pas écrit dans le livre des Français, j'ai appris que la veille, les Français avaient bombardé un village, où si vous tapez Dien Bien Phu sur internet, vous allez voir la stèle, où il y a eu 500 morts vietnamiens. Et c'était parce qu'il y avait un mélange, comme toujours, hein, quand vous avez des terroristes, entre guillemets,
vous avez toujours un mélange avec la population locale, sinon les gens ne peuvent pas se ravitailler. C'est comme nous avec les maquisards en Corrèze, dans les années 43-44. Bref, donc, la solution qui avait été prise ce jour-là, je ne sais pas du tout comment a été prise cette décision au niveau de l'état-major, je ne chercherai jamais à savoir. Bref, ça a été de balancer cette bombe, ces bombes en tout cas. Et la représaille vietnamienne, c'était que là, on ne va pas en laisser passer aucun. Et évidemment, le troisième avion qui devait descendre sur Isabelle, qui était le chef, a dit « mais moi je ne descends pas, demi-tour ». Ils étaient 3, 1 canardé, donc j'ai mis le nom en hommage à l'équipage. 2, mon père et les 2 autres, bon mon père qui a pris ce coup dans la figure, et de temps en temps il nous en parlait, parce qu'on voyait bien que notre père ne se prenait pas pour un héros de guerre. Jamais il s'est pris pour un héros de guerre. Et il est arrivé plusieurs fois dans notre enfance qui nous raconte cette histoire-là. Parce que nous, c'était la guerre du Vietnam, donc on était évidemment à écouter du rock, à être pacifiste, à être anti-militariste, je suis désolée de le dire. Et c'était pas très agréable pour mon père. Ça existait déjà, les conflits de génération. C'était pas très agréable pour lui d'avoir 6 enfants en révolte, au moins 5 en tout cas, à créer Peace and Love, voilà. Et donc Isabelle, c'est pour ça. C'est pour rendre en hommage au fait que, bon, il faut aussi que j'avoue que s'il était mort, je ne serais pas née. Donc, bon. Donc ça mérite quand même d'appeler le nom Isabelle. Et quand tu étais dans l'écriture de ton livre, tu as fait participer ta famille, tu en as avec tes frères, Ben non, je les ai complètement oubliés. Sauf à la fin. Donc, c'était vraiment mon deuil et moi, si vous voulez. Plus pour pouvoir faire aller un peu loin dans mon deuil, c'est-à-dire aller un peu plus vers le haut, quoi. Je suis allée rencontrer les généraux. Les généraux que nous connaissions quand nous étions petits, mais moi, je n'avais pas gardé des liens avec tout ce monde-là. Et par contre, ils étaient venus tous, enfin, il y en a beaucoup qui sont venus rendre un dernier hommage à papa. Je m'étais débattue pour qu'on ait l'église Saint-Louis à l'école militaire à Paris comme messe d'enterrement pour papa. Et on avait la famille, et puis on a vu arriver des petits groupes d'hommes en civil, qu'on ne connaissait pas, ma maman ne les connaissait pas. Donc je suis allée les voir, leur dire bonjour, je suis la fille du colonel. Ah, bonjour Armel, ce qui était sympathique. Et c'était en fait les militaires qui venaient rendre un dernier hommage à leurs camarades. Et donc je les ai rencontrés comme ça, j'ai repris le contact. Et après, quand j'ai écrit ce livre aussi, je voulais que la transcription de l'archive orale de papa, oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en fait j'ai réussi à entendre le récit de Dien Bien Phu de papa, de sa voix elle-même, puisqu'il a été interviewé par les archives orales de l'armée de l'air, qui étaient déposées, et dont les enfants et son épouse sont ayant droit. Donc j'ai eu ces fichiers d'enregistrement que je me suis empressée de copier et d'envoyer à mes frères et sœurs dès que je les ai eus, et aussi pour la transcription, je ne connais pas les noms des avions, je ne connais pas les noms des escadrilles de l'armée, donc j'ai envoyé la transcription à corriger, ils m'ont beaucoup aidé, à 2 généraux, donc le général de Ruffray et le général Arbelé, qui étaient tous les 2 avec papa en transport. Et je veux dire, le général Arbelé a du mal à marcher, et lui, il a pris une balle dans la cuisse et il est reparti avec son équipage, et sa balle dans la cuisse. C'est aussi une guerre qui a fait mal. Je pense qu'il n'y a pas de guerre qui ne fasse pas mal. En plus, c'est la guerre. Et tu sais ce qu'il est... Donc ma famille, alors quand j'ai eu un éditeur, parce que j'ai fait comme vous tous, hein, moi j'ai envoyé ça par la poste. Oui, je suppose que tu as envoyé ton synopsis à plusieurs... Non, j'ai envoyé beaucoup. Comment vous faites pas ça ou... Non, je plaisante. Peut-être un jour, mais non. Non, en tout cas, j'ai envoyé le manuscrit par la poste, et quand cet éditeur m'a appelé au téléphone en me demandant si je l'avais envoyé partout, je lui ai dit ben non, c'est une histoire qui me tient à cœur, je ne vais certainement pas la multiplier et l'envoyer à tout et à tout le monde. Et il m'a dit que ça l'intéressait, mais est-ce que j'avais une iconographie? Puisque c'est un éditeur qui fait, comme vous l'avez vu, un beau livre, quoi, non? Oui, vraiment de la recherche. Voilà, c'est un éditeur très connu, hein,
Il fait beaucoup de récits de voyage. Et c'est vrai qu'il y a toujours de très belles illustrations et des très belles maquettes. Donc au moment où il s'agissait de choisir les photos, mais là j'ai passé un coup de fil à chacun de mes frères et sœurs, à maman, et je leur ai dit, écoutez, là il faut vous m'aidiez parce que le livre va être publié. Jamais quand on envoie un livre par la poste qu'il va en advenir. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut trouver ensemble l'iconographie? Et voilà. Et donc ils ont sélectionné, donc j'ai cherché les photos avec maman, eux-mêmes avaient des photos qu'ils voulaient mettre, ou mes frères avaient des tignasses comme ça quand ils étaient pendant la guerre du Vietnam. Et puis celle-là, voilà. Et bon, mais l'éditeur n'en a pas voulu, j'aurais bien aimé en avoir une ou deux pour eux. Après, c'est quand même l'éditeur qui fait son choix, c'est normal. Voilà. Donc ma famille a été impliquée, mais vraiment à la dernière phase. Alors si je dois dire quelque chose qui vient encore d'ici, de la préface du jour où Mine est venue, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais posé une question à Mine, parce que venant quand même de Madagascar, d'Afrique, je connais pas bien le Vietnam, mais au moins l'ethnographie du Vietnam, le culte des ancêtres est quelque chose de très important. Fondamental. Voilà, fondamental. Et je lui ai demandé, mais comme c'est sur votre père, qu'est-ce que vous pensez que votre père et les gens de sa génération pensent quand ils sont en France et qu'ils voient arriver le grand moment? Et je pensais aux Malgaches qui ont des véritables villages souterrains pour les morts, et comment est-ce qu'on peut être ici et ne pas vouloir se faire enterrer là-bas, enfin, oui. Et elle m'a dit, ah mais oui, nous avons notre culte des ancêtres. Elle a pris son livre et elle a dit, voilà, c'est notre culte des ancêtres. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce que mes frères et sœurs, en fait, quand ils ont eu leur exemplaire et qu'après un temps de résistance, c'est tout à fait compréhensible, ils ont fini par le lire. Oui, parce que c'est quand même un petit peu personnel. Voilà. Mais ils l'ont totalement adopté. Ils m'ont dit, mais c'est notre livre. C'est notre histoire, c'est pas ton histoire, c'est notre histoire, c'est notre adolescence, c'est notre dragon, c'est ses yeux menaçants et tout ça, c'est le silence de papa, c'était nous tous, c'était pas que moi. Et donc c'est leur livre. Et donc ils l'ont donné à des amis, à des collègues, ils font ce travail c'est devenu notre culte aux ancêtres. Donc voilà. Donc voilà, autre chose pour lequel ma famille a été totalement impliquée. Ma mère, figurez-vous, est allée voir son libraire papetier chez qui elle va acheter son journal, qui n'est pas forcément le même que le mien, tous les jours, et pour qu'elle puisse voir une photo de son mari, dont elle est veuve, dans la librairie. Donc c'est vous dire à quel point ils se sont appropriés ce livre qui n'est plus mon livre, qui est leur livre. Il était grand, ton père, hein? Oui, c'était le style très bel acteur américain des années 50. Oui, je confirme. Et tu sais ce qu'il est advenu des personnages cités dans tout le livre? Oui, oui, tous, oui. Oui. Donc, tu peux en parler ou... Alors là, tu penses à qui, par exemple? Oui, je peux en parler. Je sais pas, j'avais noté Tuan et Graham. Oui, Tuan et Graham, je suis désolée de vous apprendre qu'ils sont séparés. Bon, Randria, tu en as parlé. Randria, j'en ai parlé. Tout à l'heure. Tuan, j'en ai parlé. Tuan, quand elle l'a reçu à Hanoï, elle lit pas le français. Et donc elle a cherché une amie qui puisse lui traduire, et elle m'a envoyé des messages mail, mais complètement émerveillée de se retrouver là-dedans, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai fait ce beau voyage. Hein. Si elle n'avait pas été là, on aurait eu du mal. David Steele. David Steele, et oui, alors là, petite parenthèse, j'étais un petit peu vexée, parce que quand même j'ai réussi à mettre 4 personnages de Crosby, Stills, Nash & Young, qui étaient ce qu'on écoutait à fond pendant la guerre du Vietnam et pendant notre période pop, et que j'écoutais en boucle quand je n'écoutais pas le Dien Bien Phu, la symphonie vietnamienne composée par un Vietnamien qui a passé 3 ans à Dien Bien Phu, et je m'attendais au minimum à ce que mes frères disent « Ah génial, Crosby, Stills, Nash & Young », aucun. Donc tu me parles de David Stills, oui, c'est l'américain, oui, bien sûr. Alors lui, il continue à construire
enfin, c'est le numéro 2 d'un très grand organisme international dans plusieurs pays asiatiques et qui continue à faire son travail. Graham Nash, donc, qui était avec lui, c'est évidemment des surnoms, qui était avec lui à l'école d'ingénieurs du Canada, de Montréal, continue aussi. Et là, il vient de faire un vélo solaire, un vélo à énergie solaire, que j'ai fait circuler à un certain nombre d'entre vous si vous vouliez participer en crowdfunding. Ouais. J'en profite pour en faire un peu de pub pour lui. Et c'est un ingénieur, quand on était à Madagascar, qui trouvait toujours des trucs incroyables pour utiliser les ressources locales et permettre aux Malgaches de payer moins cher. Hein. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les détails, il y en avait un énorme projet génial. Donc malheureusement, on n'a pu faire que la partie la plus utile pour les industriels. Je passerai sur le sujet. Bon, mais écoute, voilà, enfin, Armel a essayé un petit peu de dire le contenu de ce livre. Bon, le mieux, c'est bien entendu de le lire. Bon, moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, on est dans une salle avec plein d'images de Martin Luther King, donc parler de cette guerre du Vietnam dans ce contexte de non-violence, je trouve que c'est plutôt bien. Et si vous voulez poser des questions à Armel. Alors peut-être que tu pourrais dire deux mots justement, parce que c'est magnifique toutes ces photos de Martin Luther King, et vous avez un événement cet après-midi, donc ça serait bien que... Non, l'événement était hier. Ah, c'était hier soir. L'événement était hier. Voilà. Alors peut-être deux mots sur l'événement d'hier. J'en parle pas, mais bon, allez voir le film. Selma. C'est... Donc en fait, il y avait une présentation ici qui était organisée par le consulat américain. Alors l'exposition, c'est le consulat américain qui nous l'a prêté. Et pour l'occasion, nous on a fait un effort sur la bibliographie, justement sur Martin Luther King, sur de nombreux ouvrages sur la non-violence. Voilà. Non, mais justement, je vais rebondir en deux mots parce que peut-être pour que vous compreniez plus clairement. En fait, ce que j'ai fait pour la Banque mondiale et que je continue à faire d'une autre façon, mais que je continuerai de toute façon à faire, puisque c'est pour ça que j'ai démarré ces études d'anthropologie avec la Banque mondiale, c'est de travailler avec le peuple pour qu'à chaque fois que nous faisons un gros programme dont bénéficient les industriels de divers pays, que les populations locales puissent avoir leur part. C'est ce qu'on appelle sharing benefits. C'est une norme, c'est une obligation à condition évidemment que les organismes des Nations Unies soient dedans ou que les gouvernements aient signé des accords dans ce sens. Donc quand j'interviens avec la Banque mondiale, c'est toujours parce que les accords ont été signés dans ce sens et que nous travaillons pour nous assurer et pour trouver tous les moyens pour que les populations locales puissent bénéficier. C'est ça mon métier. Donc je trouvais dramatique qu'à Madagascar, ça n'a pas pu être possible. Mais bon, vous voyez que des gens comme Martin Luther King portent des espoirs, et lui, c'est un grand succès. Alors après, je laisserai ouvert aux Vietnamiens qui sont dans la salle, s'ils veulent dire que Ho Chi Minh est un grand succès. Personnellement, je ne peux pas me permettre d'en parler, plus que ce que j'ai fait dans ce livre. Merci, je crois qu'on va arrêter là. Mais on peut quand même poser des questions, je vais arrêter là quand même.